Quels sont les messages cachés derrière le récit de l'Exode? Qu'est-ce que la Bible a hérité de l'Égypte antique? On mène l'enquête sur un séjour en Afrique comme il est raconté dans la Bible hébraïque. Salut la famille, on se retrouve pour un deuxième épisode des lectures finies. Le premier vous a beaucoup plu, donc je continue à les partager. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée par la reine Nandi, la mère de Shaka Zulu, qui est magnifiquement illustrée pour la marque et le concept L'amour noir, qui vise à mettre sous la lumière les grandes figures de notre histoire pour casser la propagande d'infériorisation du peuple africain. Ashanti Sana au frère Kefra pour sa confiance et pour tout son travail de revalorisation de notre image. J'aurais bien voulu que tu vois la reine tout au long de la vidéo, mais je t'avoue que ça fait plus de 30 minutes que je galère avec mes installations pour essayer qu'on voit tout sans voir à l'extérieur du tissu. Et j'avoue que c'est un échec. Donc de toute façon, je te mets des images en même temps pour que tu vois le t-shirt en entier. Et je te mets aussi tous les liens en barre d'infos. Première information, comme tu l'as vu, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. C'est parce que je m'autorise enfin à ralentir le rythme cet été. Je ne suis pas encore sûre de la fréquence, ça dépendra tout simplement de mon énergie. Raison de plus d'ailleurs pour s'abonner et activer la cloche, comme ça tu recevras automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Précision très importante concernant la vidéo du jour. Comme tu l'as vu, on va s'intéresser au personnage de Moïse d'un point de vue scientifique. Et même si l'ouvrage analyse le livre de l'Exode de la Bible hébraïque, le récit du peuple hébreu en Égypte antique est commun aux trois religions abrahamiques. La religion étant un sujet extrêmement sensible, je m'adresse à tous les juifs, chrétiens, musulmans qui ne veulent pas remettre en question leur livre sacré de ne pas regarder cette vidéo. Point barre. Ceci étant dit, je sais qu'il y a certaines de ces personnes qui ne m'écouteront pas et qui ne pourront pas s'empêcher d'essayer de contredire l'auteur en commentaire. Oui, parce que je rappelle que ce ne sont pas mes recherches, mais bien celles d'un spécialiste largement reconnu. Donc, deuxième disclaimer nécessaire, tout commentaire haineux, frustré, cherchant à contre-argumenter sans aucune source, mis à part des sites internet douteux écrits par des inconnus, sera supprimé. Point barre. Maintenant, on peut enfin commencer notre lecture finie du livre Moïse en version originale de Thomas Romer. J'ai construit toute cette série de la même manière. On va commencer par une présentation de l'auteur et de l'ouvrage. Je te partagerai 3 enseignements qui m'ont particulièrement marqué, 3 bonnes raisons de le lire et enfin je finirai par mes conseils pour mieux apprécier la lecture. Thomas Romer est un docteur en théologie spécialisé en philologie biblique, c'est-à-dire l'analyse critique des textes bibliques en l'étudiant d'un point de vue linguistique, historique et littéraire. Romer est professeur au Collège de France, où il a notamment donné le cours Le livre de l'Exode, mythes et histoire, qui a ensuite été retravaillé pour publier le livre Moïse en version originale, qu'il décrit comme une enquête sur le récit de la sortie de l'Égypte. L'ouvrage se concentre sur les 15 premiers livres de l'Exode que Romer suit chronologiquement. Chaque chapitre commence par un extrait de l'Exode. La traduction de l'auteur se veut, je cite, la plus proche possible de l'hébreu. Pourquoi en parler sur Afrochronique? La première raison est évidente, c'est que cet ouvrage traite du séjour du peuple hébreu en Afrique, ce qui permet d'étudier le continent sous un nouvel angle. Ensuite, à la base, si je l'ai acheté, c'est parce que j'ai toujours été intéressée par le fait religieux d'un point de vue historique, psychologique, philosophique. Et je savais que cet ouvrage allait répondre à de nombreux points qu'on connaît tous plus ou moins sans être pratiquants parce qu'ils sont encore très représentés culturellement parlant. La naissance de Moïse, les 10 plaies d'Égypte,
l'ouverture de la mer, etc. Et en le lisant, non seulement ça a répondu à de nombreuses questions sur le récit biblique, et en plus ça a donné des éléments très intéressants sur ce qui est appelé l'Égypte antique, et on en parlera tout au long de cet épisode. Le premier renseignement essentiel, c'est que la Bible hébraïque est une combinaison de plusieurs récits écrits à des époques différentes selon les besoins et les réalités historiques. En plus de ça, un même récit a été modifié à plusieurs reprises par différentes personnes. Thomas Romer l'illustre très bien tout au long de son ouvrage où il décortique les extraits de l'Exode et explique que telle partie provient d'une époque précise, telle autre a été rajoutée, etc. Et en plus des recherches des spécialistes, nous avons également des artefacts qui nous le prouvent. Dans un cours au Collège de France, Romer montre ainsi un fragment du manuscrit de Qumran, appelé aussi manuscrit de la mer morte. Daté entre le 3e et le 1er siècle avant l'ère chrétienne, le fragment est un extrait du livre d'Ésaïe, et on voit qu'une partie a été ajoutée par le rédacteur qui pourtant copiait le texte biblique. L'histoire de la sortie d'Égypte, comme presque tous les textes de la Bible hébraïque, n'a pas été mise par écrit d'un seul trait. Elle est le résultat de nombreuses relectures et de compilations de documents qui étaient à l'origine indépendants les uns des autres. Encore aujourd'hui, les spécialistes ne sont pas d'accord sur la chronologie des différents textes, mais Romer analyse les extraits et propose des hypothèses en comparant avec d'autres textes bibliques, en analysant le vocabulaire employé, la structure, etc. Comme précisé avant, Romer décrit cet ouvrage comme une enquête. On a d'abord la scène finale avec l'Exode comme on le connaît aujourd'hui. L'auteur remonte une première fois dans le temps en analysant la construction du texte final, et il nous ramène encore plus loin puisqu'il nous énumère des récits antérieurs qui ressemblent étrangement à certains passages de la Bible hébraïque. Romer parle de traces de mémoire qui ont servi à construire le récit de l'Exode. Je vais t'en citer quelques-unes. On a par exemple le récit de la naissance de Moïse qui s'inspire d'autres mythes, particulièrement celui du roi Sargon Ier, fondateur de l'Empire assyrien. S'il a vécu au 3e millénaire avant l'ère chrétienne, le récit légendaire de sa naissance date probablement de -700 environ. On va lire les récits de naissance de Moïse et de Sargon pour les comparer, et ensuite Romer va nous expliquer pourquoi les rédacteurs de ce texte de l'Exode ont voulu associer les deux personnages. Et avant ça, je te propose de t'abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, mettre un j'aime pour me soutenir, et on se retrouve juste après ça. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une certaine fille de Lévi. La fille devint enceinte, elle enfanta un fils et elle le vit. Il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Sargon, le roi puissant. Le roi d'Akkad, je le suis. Ma mère était une prêtresse, mon père je ne le connaissais pas. Ma mère, la prêtresse, me conçut en secret, elle m'enfanta. Lorsqu'elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui une caisse de papyrus, elle l'enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant, puis elle la mit dans les joncs près du bord du Nil. Elle me mit dans une corbeille de roseaux avec de l'asphalte, elle ferma le couvercle. Elle me poussa dans la rivière qui ne m'engloutit pas. Le fleuve me porta et m'emmena vers Aki, le puiseur d'eau. La fille du pharaon descendit pour se laver dans le Nil et ses suivantes marchaient le long du Nil. Alors elle vit la caisse au milieu des joncs et elle envoya sa servante. Elle la saisit et l'ouvrit. Elle regarda, lui l'enfant, et voici, c'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et lui dit, « Celui-ci est un des enfants des Hébreux. » Il devint pour elle un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, et elle dit, « Des eaux je l'ai tiré. » Aki, le puiseur d'eau, me sortit comme il trempait son vase. Aki, le puiseur d'eau, me prit comme son fils et m'éleva. Ces comparaisons montrent que les parallèles les plus importants sont ceux qui existent entre l'Exode 2 et le récit de la naissance de Sargon. Le narrateur du chapitre 2 de l'Exode veut mettre Moïse en parallèle avec le roi fondateur de la civilisation assyrienne et montrer ainsi que le fondateur du peuple hébreu a une origine aussi remarquable que le plus grand roi des Assyriens.
Cela confirme l'hypothèse selon laquelle l'auteur de la première histoire de Moïse aurait vécu au 7e siècle avant notre ère, époque où le royaume de Juda fut sous influence assyrienne. Dans ce contexte, l'utilisation de la légende de Sargon prend également un sens subversif, puisque la légende assyrienne est reprise pour souligner le fait que Moïse est un personnage de la même importance que Sargon. La légende de Sargon et celle de Moïse mettent également en évidence une double filiation de leurs protagonistes. Sargon est à la fois fils d'une prêtresse et fils d'un puiseur d'eau avant de devenir roi grâce à Ishtar. Moïse est à la fois fils d'une femme israélite et fils adoptif d'une princesse égyptienne, et ainsi lié à la cour égyptienne. Un autre exemple donné est le récit de la première des 10 plaies d'Égypte, soit les eaux du fleuve changées en sang. Ainsi parle Yahweh. À ceci tu connaîtras que c'est moi Yahweh. Voici moi, je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans le Nil, et elles se chargeront en sang. Et les poissons qui sont dans le Nil mourront, et le Nil deviendra puant, et les Égyptiens ne pourront plus boire les eaux du fleuve. Et ils firent ainsi, Moïse et Aaron, comme Yahweh avait ordonné. Il éleva le bâton, et il frappa les eaux du Nil aux yeux du Pharaon, et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve se changèrent en sang. Les poissons qui étaient dans le Nil étaient morts. Le Nil devint puant, et les Égyptiens ne purent boire les eaux du Nil. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. La transformation du Nil en sang, comme raconté dans l'Exode, a 2 explications, je cite l'auteur. On a souvent vu derrière ce miracle un phénomène naturel. Le Nil a parfois une couleur rougeâtre, due à un pourrissement de certaines espèces d'algues. On peut comparer ce miracle avec un texte égyptien, l'admonition d'Ipouer, texte du 2e millénaire avant notre ère, mais populaire encore durant le 1er millénaire. Il met en scène le chaos lors de la transition de l'Ancien au Moyen Empire. En effet, le fleuve est devenu sang, mais des hommes en boivent. Les hommes deviennent de moins en moins humains et ils ont soif d'eau. Le texte qu'Hamid cité est aussi appelé en français les Lamentations d'Ipouhour. Les spécialistes estiment que ce texte a été écrit durant le Moyen Empire, c'est-à-dire entre le 21e et le 18e siècle avant l'ère chrétienne. Je n'ai pas trouvé sur Internet d'autres références scientifiques en français qui développent plus en détail ce papyrus. En revanche, j'ai pu constater que ce manuscrit est, pour certains, une preuve que les 10 plaies d'Égypte auraient bien eu lieu. Sauf que les spécialistes ne vont pas du tout dans ce sens. Au contraire, ils disent bien que les rédacteurs de la Bible s'en sont inspirés et ne les considèrent absolument pas comme 2 sources décrivant un même événement. Les Lamentations d'Ipouhour font probablement référence à la première période intermédiaire, époque de chaos entre l'Ancien et le Moyen Empire, et où il n'y avait pas de pouvoir centralisé. L'auteur du papyrus décrit le désordre provoqué par l'absence d'un pouvoir fort, l'oubli des traditions, le non-respect de la Ma'at. Mais cette œuvre avait surtout pour but d'enseigner à ses lecteurs la sagesse pour assurer le maintien de l'ordre et de la paix. Le manuscrit ne fait donc absolument pas mention de 10 plaies abattues pour punir un pharaon toujours anonyme qui aurait mis un peuple en esclavage. Le 3e enseignement qui m'a marqué et celui qui m'a le plus étonné, c'est tout ce que les récits bibliques doivent à Kemet. Je viens de te citer un exemple avec le papyrus d'Ipouhour, mais Romer en cite encore beaucoup d'autres, notamment les prénoms. Si tu connais un peu le récit biblique, tu as déjà entendu parler de Myriam, Aaron et bien sûr Moïse. Eh bien, ces prénoms ont tous une origine kamite. Myriam proviendrait du nom Méri qui signifie en sikam bien-aimé. C'est aussi l'origine du prénom Marie. On retrouve notamment le nom Méri dans l'expression Taméri, la terre bien-aimée qui désigne Kemet. Romer propose également une autre étymologie du nom Myriam qui signifierait don de Hadad en langue madianite. Il évoque également la signification kamite du nom Aaron qui signifie le nom de Dieu est grand, mais c'est dommage parce qu'il ne donne pas l'expression originelle en sikam
et malheureusement j'ai pas réussi à la trouver sur internet parce que pour la pensée dominante, ces prénoms ne peuvent avoir qu'une origine hébraïque, même s'ils n'arrivent pas à en retrouver l'étymologie. Donc si tu as plus d'informations là-dessus, n'hésite pas à les partager en commentaire. On finit par le prénom de Moïse, et là-dessus, Romer est très clair, je le cite, « Le nom Moïse est indiscutablement d'origine égyptienne ». Je te lis le passage de l'Exode qui explique l'origine du nom Moïse. « L'enfant grandit et elle l'emmena à la fille du Pharaon et il devint pour elle un fils. Elle lui donna le nom de Moïse et elle dit « Des eaux je l'ai tiré ». On reviendra plus tard sur ce qu'il y a avant ce passage parce qu'il y a plusieurs points à analyser. C'est donc une princesse égyptienne qui lui a donné son prénom. Il faut savoir qu'en hébreu, Moïse se dit Moshe. Encore une fois, selon la version dominante, Moshe a une origine hébraïque, ce qui est assez bizarre vu que c'est une égyptienne qui l'a nommé. Je lis les explications de Romer. En réalité, il s'agit de la racine égyptienne Messi, Mas, Mes, enfanté. L'affixe Mosé se retrouve dans des noms égyptiens comme Tamosis, Toutmosis, Ramsès. Cet affixe est utilisé pour des noms propres sur le modèle le dieu, Ptah, Thoth, Ré, a engendré, conférant ainsi au porteur de tels noms une origine quasi divine. Pour Moïse, il manque le nom du dieu qui engendre. On peut y voir l'intervention de la censure biblique qui voulait éviter une allusion à une divinité égyptienne. Ceci n'est cependant pas nécessaire puisque des formes courtes du nom sont également attestées dans des textes égyptiens. On connaît un officier Moïse ou encore un contremaître du même nom qui avait été impliqué dans une grève dans le village des artisans d'Er El Médine, désolé pour la prononciation. Le nom hébreu reflète la prononciation du lexème égyptien au 1er millénaire, mais la transcription hébraïque atteste que le nom de Moïse est plus ancien. Il n'est donc probablement pas inventé et vient d'un personnage du 2e millénaire. Moïse, ou plutôt Moshe, a donc non seulement une origine kamite, et en plus de ça, nous avons des traces de personnages avérés qui ont porté le même nom. Comme l'indique Romer au début de l'extrait, de nombreux pharaons ont porté cet affixe signifiant enfanté d'eux. Il donne l'exemple de Toutmosis ou Ramsès, mais il est important de savoir que ce ne sont pas les vrais prénoms de ces rois, parce que quasi tout ce que nous associons aujourd'hui à Kemet n'est qu'une très mauvaise translittération grecque. On a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ramsès est en fait Ramessou, qui signifie enfanté de Ra. Toutmosis est en vérité Djéouti Messou, qui signifie enfanté de Djéouti, surnommé Thoth par les Grecs. Je t'ai donc partagé les enseignements qui m'ont le plus marqué dans le livre Moïse en version originale. Dans la prochaine vidéo, on continue l'épisode avec 3 bonnes raisons de le lire et mes conseils pour mieux apprécier la lecture. En attendant, dis-moi en commentaire ce que tu as appris dans cette première partie. À tout de suite.